Salut Dominique, comment tu vas? Salut Patoum, ça va très bien. Écoute, bienvenue chez Skills by Design Inc. Donc ici, on va parler des compétences du 21e siècle. Donc des compétences pour travailler, pour vivre, pour s'épanouir dans ce fameux monde de mutation, de transition, de rupture et d'incertitude aussi. Chez Skills, donc, on s'intéresse à la diversité des formes de pensée, la pensée créative, la pensée critique, la pensée complexe, mais aussi voilà, les capacités d'apprentissage, les capacités de résilience, et toutes les autres possibles et imaginables, mais surtout, on en parle avec ceux et celles qui les pratiquent et les expérimentent au quotidien sur le terrain. Du coup, je suis très content d'être là avec toi aujourd'hui, parce que ton domaine, c'est l'éducation, et former au 21e siècle, et notamment former les designers au 21e siècle. Je pense que c'est un sujet que tu connais quand même plutôt très bien. Tu as été un des pionniers, notamment en dirigeant une grande école de design pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, tu es fondateur d'une toute nouvelle école qui s'appelle donc CY École de Design au sein de l'Université de Cergy. Une nouvelle école qui est résolument tournée vers les compétences d'avenir, je dirais même qui en fait le cœur de son projet. Du coup, j'ai une première question pour toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi ce sujet des compétences du 21e siècle t'anime en fait? Parce que le monde l'exige. En fait, on serait dans la continuité des Trente Glorieuses, etc. Ça serait un sujet intéressant parmi d'autres, mais dans un univers qui est un univers plutôt stable et bienveillant et accueillant. C'est pas du tout la situation qu'on est en train de vivre. Alors, on la vit depuis longtemps, mais de certaine manière, on la vit de manière paroxystique depuis 1 an et demi, voilà. Et donc, il y a une forme d'exigence, en fait, à former les gens différemment, parce que le monde l'exige. C'est-à-dire qu'il va falloir piloter ce monde, y habiter de manière complètement différente et beaucoup plus intelligente, parce qu'il s'agit de notre survie, en fait, tout simplement. Hein. Parce que le monde, lui, il est résilient, il nous oubliera si on disparaît. Mais en ce qui concerne la civilisation humaine, si on veut qu'elle perdure, il va falloir qu'on change de comportement. C'est des comportements de gouvernance, beaucoup. Derrière, et des conséquences de cette gouvernance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit, pour qui, dans quelles conditions, à quel coût, quelle durabilité, comment on vit ensemble. Et donc, c'est maintenant. Et en fait, tout se joue dans l'éducation. Alors, l'éducation initiale, des gens qui on va mettre 5 ans, 6 ans à les former, puis un jour, ils vont rentrer dans les entreprises ou les collectivités, puis ils vont monter dans la hiérarchie, si les hiérarchies existent encore, et pour agir. Et puis, il y a tous ceux qui sont déjà au pouvoir. Tous ceux qui ont déjà les manettes. Travaillent déjà. Voilà. Mais qui travaillent sur des anciens paradigmes, nouveaux modèles, enfin des anciens modèles, et qu'il s'agit de transformer. C'est-à-dire que leur transition est un enjeu. C'est-à-dire comment tout d'un coup, on passe d'un modèle à un autre. Donc tout ce qui touche à la formation professionnelle, par exemple, m'intéresse beaucoup aussi, parce que je pense que l'urgence implique qu'on forme à la fois ceux qui sortent du bac, et ceux qui sont déjà aux manettes. Voilà, sa formation tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Mais alors du coup, quand on parle de ces compétences du 21e siècle, concrètement, de quoi on parle, et tout ce que tu dis, c'est qu'en gros, les compétences auxquelles on forme aujourd'hui, ce ne sont pas les bonnes, ne sont pas adaptées au monde dans lequel on est. Non, elles ne sont pas les bonnes parce qu'elles sont attachées elles sont directement issues d'un modèle du monde, et surtout de contrôle du monde, qui est celui du 19e siècle, celui de la révolution industrielle, même s'il a été sublimé par, je dirais, la révolution consumériste du 20e. Mais au bout du compte, on est dans une approche qui est une approche que moi je dis cartésienne, c'est-à-dire qui est vraiment issue de la pensée cartésienne et qu'un Taylor a transformé industriellement, qui est celui de la séparation. C'est-à-dire qu'en fait, la seule manière de contrôler, la meilleure manière de contrôler quelque chose et de résoudre un problème, c'est de les couper en morceaux. Et donc, c'est une pensée très linéaire, parce qu'à partir du moment où on découpe en morceaux, on peut appliquer des pensées linéaires à chacun des morceaux. C'est la logique de la ligne d'assemblage, la linéarité, voilà. Et qui fait que, quand on est dans un paradigme comme ça, il suffit de former les gens sur des secteurs en silo. Voilà. Et donc, c'est très simple, parce que de toute manière, à la fin, on les articule sur la ligne d'assemblage et ça produit ce qu'on veut produire à la fin, d'accord. Et on a cru que ça marchait, et puis on voit bien que ça ne marche pas, à tout point de vue. Ça ne marche pas du point de vue de la gestion des ressources, ça ne marche pas du point de vue du partage de la valeur, ça ne marche pas du point de vue social. C'est-à-dire qu'en fait, ce modèle-là, il est en train de s'épuiser, dramatiquement. Et donc l'enjeu, c'est de se dire comment on accepte la complexité du monde. Et la complexité du monde, ça veut dire qu'on accepte d'avoir un regard complexe, c'est-à-dire à la fois un regard humble,
parce que Ouais. c'est complexe. Ouais, hein, c'est c'est-à-dire donc c'est pas évident. donc, c'est pas Ouais. maîtrisable Mm. dans sa totalité. Audacieux, parce qu'il y a quand même moyen d'appréhender ce qui structure une situation, un problème, mais en croisant les regards. Et en étant même peut-être même atteint de strabisme, c'est-à-dire en croisant son propre regard, d'accord ? C'est-à-dire être capable d'invoquer soi-même, dans son cerveau, dans son corps, des disciplines venues d'ailleurs, voilà, qui sont dissemblables, cerveau droit, cerveau gauche, si on prend cette métaphore simpliste. Et puis, on va croiser les regards pour dire, ok, du point de vue de ces disciplines, qu'est-ce que j'observe ? C'est-à-dire comment je peux scanner cette situation-là. Évidemment, c'est mieux de le faire à plusieurs. C'est mieux de le faire, de croiser les compétences d'un sociologue, d'un ingénieur, d'un manager, d'un philosophe, d'un leader, peu importe. Beaucoup de gens différents qui vont scanner l'objet de l'étude par leur regard, au travers des grilles, point de vue, savoir, modélisation, paradigme. Dans la mesure où ça dialogue, et où ça travaille sur des modèles communs, et des représentations communes, alors tout d'un coup, c'est possible. Alors, représentation, modèle, c'est la vocation du design, hein, c'est-à-dire que le design, c'est ça. Le design, c'est cette capacité à rassembler autour d'un sujet, d'une question, d'une problématique, des compétences complètement différentes, et de les mettre tous en mouvement dans une direction donnée. Donc c'est la culture du projet, c'est la culture du dessin EIN, et c'est donc ce mariage des disciplines, c'est ce mariage du cerveau droit et du cerveau gauche qu'on impose pour pouvoir espérer comprendre, maîtriser, produire, et tout, hein, de la décision comme de l'organisation, comme de la stratégie, comme de l'objet, comme de l'espace, comme des signes, absolument tout. Ok, donc ce que tu décris là, qui est une compétence qui, toi, te paraît clé, effectivement, pour aborder justement ce monde, en fait, déjà d'aujourd'hui, dans sa complexité, et du coup, nous emmener vers demain. Très clair pour moi. Je vais te donner plusieurs phrases qui, justement, parce que, voilà, complexité, monde de demain, on entend beaucoup de choses, de phrases un peu, qui résonnent un peu comme des injonctions, il faut que, il faudrait que, on comprend qu'il faut, mais on ne sait pas toujours ni pourquoi, et puis surtout comment. Si je te dis, il faut remettre de l'humain. Pourquoi il faut remettre de l'humain ? Alors, j'ai deux réactions à ça. C'est-à-dire, oui, bien sûr, et puis tarte à la crème. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a, je ne vais pas dire du human washing, mais il peut y avoir du human washing, parce que quand on dit il faut remettre de l'humain, c'est-à-dire quoi ? C'est un poète qui s'exprime quand il dit il faut remettre de l'humain, parce que c'est très souvent poétique, surtout quand c'est des gens qui ne s'intéressent pas à l'humain, qui nous disent il faut remettre de l'humain. C'est-à-dire peut-être qu'il faut se débarrasser, non pas physiquement des humains, mais ça peut-être se débarrasser de dire vous, en tant qu'être humain, vous n'avez pas tellement fait la preuve de votre expertise, de votre compétence. Si on vous mettait ailleurs et qu'on mettait quelqu'un de plus human-centric que vous, par exemple, à la tête de cette entreprise, d'accord ? Donc remettre de l'humain, bien sûr, mais ça veut dire que tout d'un coup, ça veut dire repenser au projet humain. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est quoi le projet humain ? Le projet humain, c'est un projet politique. C'est-à-dire, c'est comment on fait pour vivre ensemble. Donc, remettre de l'humain, c'est plutôt réaffirmer le projet humain, pour moi. Parce que sinon, on est dans des... Une vue égocentrique, un peu individualiste. Alors, elle peut être égocentrique ou elle peut être très poétique aussi. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on est DRH de Google ou de Facebook ou d'IBM ou je ne sais pas moi, de Valeo Qu'est-ce que ça veut dire on va remettre de l'humain ? Moi, personnellement, j'en sais rien. D'accord ? Et je ne suis pas sûr qu'eux le savent non plus. Si ce n'est, quand ils utilisent une formule pour dire ça va rassurer tout le monde, d'accord ? Ou inquiéter tout le monde, parce que comment remettre de l'humain ? D'accord ? Et moi, je pense que ce n'est pas remettre de l'humain, c'est-à-dire c'est affirmer l'humain. Affirmer le projet humain. Et le projet humain, il est politique, il est comment on crée les conditions pour vivre ensemble. Très clair. Si je te dis maintenant, il faut se rapprocher du terrain. Alors, on entend beaucoup aussi. Complètement. Et moi, je pense que cette injonction, elle est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'il faut se rapprocher du terrain, c'est-à-dire qu'il faut être le terrain, d'accord, véritablement. Pourquoi on dit ça aujourd'hui ? Parce que, alors c'est particulièrement dans la culture française, c'est-à-dire qu'on pense que le modèle suffit. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle du terrain, c'est le terrain, que la carte, c'est le territoire. Donc enfin, on va travailler sur la carte, donc quand on travaille sur la carte, on travaille sur le territoire. Mais c'est pas vrai, évidemment. Parce que le territoire, justement, il est complexe. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont sur la carte, qui sont sur le terrain, qui ne sont pas sur la carte. Par exemple, se péter la gueule dans un ravin quand on va visiter c'est pas sur la carte. Je tombe pas sur la carte, jamais, d'accord ? Et il fait pas froid sur la carte, il pleut pas sur la carte. Je me fais pas engueuler par les gens sur la carte, d'accord ? La carte, c'est propre, c'est toujours propre. Le territoire,
il dit la vérité au sens, je veux dire, par définition, tout y est. Vécue, c'est pas parce que je le comprends, mais tout y est. D'accord ? Et y compris ce que je pensais ne pas être important. Quand je dis se faire engueuler, par exemple, bah ouais, c'est-à-dire que tu veux résoudre un problème et tout d'un coup, tu arrives sur le terrain, tu te fais engueuler par les parties prenantes. Bah, ça fait partie de l'expérience et probablement de la compréhension de ce qui se passe. C'est-à-dire, par exemple, quels sont les imaginaires en œuvre, ces gens sont en colère, pourquoi est-ce qu'ils sont de manière objective, de manière subjective. Franchement, la situation qu'on est en train de vivre là, en ce moment le prouve tous les jours, d'accord ? Et donc, comment on prend en compte ça ? Il n'y a qu'une seule manière de prendre en compte ça, c'est d'être sur le terrain. Et donc, le terrain, c'est le lieu de l'observation, c'est le lieu de la compréhension, c'est le lieu de la relation, c'est le lieu du lien. C'est le lieu de l'imaginaire, c'est le sensoriel, de tout. Donc ça veut dire que, exactement, le corps est à l'œuvre. C'est-à-dire que je suis là, je vais vivre la vie des gens qui sont là. D'accord ? La température, l'humidité, la foule. Voilà, c'est-à-dire comment travailler sur le métro quand on n'est jamais rentré dans un métro. Sinon, c'est Balladur qui dit, voilà, il fait chaud. Bah ouais, il fait chaud, mon gars, parce que ouais, c'est ce que vivent tous les gens tous les jours, quoi. Et toi, jamais, évidemment. Donc le terrain, essentiel. Une dernière, il faut regarder les choses de manière globale. Qu'on entend aussi beaucoup tout à fait. Des entreprises. Alors, il faut regarder les choses de manière globale. Pareil, c'est comme, il faut mettre de l'humain, d'accord ? Il faut se rapprocher de l'humain. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Parce que il faut regarder les choses de manière globale avec quelles lunettes ? Avec quel modèle, avec quelle grille ? Si c'est les anciennes grilles, ça va pas mieux marcher. Hein. Ouais. Ça va pas du tout mieux marcher. Je pense qu'il faut regarder les choses de manière totale. Alors quand je dis totale, c'est-à-dire se dire on va essayer de scanner la complexité. C'est-à-dire qu'on ne peut plus séparer les choses. Alors, si on dit il faut regarder les choses de manière globale, ça veut dire qu'on ne peut plus découper les choses pour les étudier, évidemment. Alors, on ne peut plus découper les choses pour les étudier. On est obligé de les regarder dans leur totalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas regarder ce qui se passe à l'intérieur, évidemment, mais en ayant toujours en tête l'idée que c'est un système. Et que ce système disparaît à partir du moment où on le disloque. C'est-à-dire qu'il n'est plus un système. Et donc il ne se comporte plus comme un système. Il se comporte éventuellement comme les composants d'un système, mais ce n'est plus le système. C'est la problématique de l'émergence. Donc si on veut pouvoir observer la complexité d'un phénomène dans son intégrité, dans toutes ces relations, c'est-à-dire qu'on est obligé de le regarder comme un tout. Okay. C'est pour ça que je préfère le total au global. Ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, si on va au bout de la question, il y a le global, il y a le local. D'accord ? Et en fait, quand on dit le terrain, il faut s'approcher du terrain, on est sur le local. D'accord ? Et donc, en même temps, quand on parle du global, c'est-à-dire qu'on dit on va regarder des échelles différentes, auxquelles les échelles du dessous contribuent, puisque c'est émergent. Et donc, comment on fait le lien entre, je dirais, ces niveaux d'échelle plutôt. Voilà. Alors, peut-être que c'est la notion d'échelle qui est plus intéressante que cette idée de global local. De faire l'aller-retour régulier. Oui, et puis on s'aperçoit que, en fait, il y a des niveaux intermédiaires. C'est-à-dire qu'entre le très très local et le très très global, il y a plein de niveaux intermédiaires qui sont très intéressants. Hein. Ouais, on va revenir là-dessus d'ailleurs. Mais juste avant, tu as parlé au tout début, quand on se parle de remettre l'humain au centre. Voilà, en fait, c'est les humains, c'est le projet humain au global, c'est du coup le collectif aussi. Tu es aussi président de l'APCI Promotion du Design, qui est donc une association historique qui organise en France et à l'étranger la promotion de la valeur et de l'intérêt du design. Du coup, l'animation de collectifs, de communautés à l'échelle nationale, à l'échelle locale, qui vont mixer à la fois les institutionnels, les professionnels, les parties prenantes de la société civile, ça connaît. On parle de plus en plus du coup de l'importance de savoir animer des collectifs qui sont comme ça très très distribués, très diversifiés. Toi, quel bilan tu fais justement des compétences qui sont nécessaires pour animer ce type de collectif ? Alors, au-delà de la compétence, je pense qu'il y a la problématique de la vision. Parce que la notion de compétence, elle est quand même très très liée au modèle industriel. On est compétent sur quelque chose, d'accord ? Ça évoque la notion de performance aussi. On est compétent parce qu'on va réussir à performer sur telle ou telle... Une action qui déclenche des effets. Exactement. Et donc, alors c'est intéressant parce qu'on a des compétences, mais en fait c'est ces compétences n'ont de sens que dans la mesure où elles servent à un projet. Moi je reviens toujours au projet, c'est-à-dire qu'en fait ce qui est important c'est de savoir, pas tellement d'avoir des compétences, c'est de savoir à quoi elles servent. Quel dessin elles servent. Donc moi je pense que, pour revenir à ta question, avant d'avoir des compétences, il faut avoir le projet. C'est-à-dire à quoi je sers.
Quel dessin je sers, quel projet je sers. Notamment pour un collectif, du coup, notamment dans le cas d'une communauté animée. Toujours. En fait, il n'y a que du collectif. C'est-à-dire que les projets ne sont que collectifs. Il n'y a aucun projet individuel. Ça n'existe pas, les projets individuels, d'accord ? C'est une blague. Il n'y a que des projets collectifs. Et donc, il faut en avoir la connaissance. C'est-à-dire d'où on vient, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, d'accord ? Et puis l'articulation de ces projets avec d'autres projets, c'est-à-dire quel est peut-être le plus grand projet dans lequel ce projet s'inscrit. Donc c'est quoi la vision du monde à laquelle on contribue ? Et donc pour moi, avant d'être compétent, il faut être conscient. C'est-à-dire que cette conscience, que moi je dis politique, parce que c'est le mot que je vais utiliser souvent, c'est-à-dire dans quel monde est-ce que je m'insère ? Comment je participe au projet humain ? Et donc à partir du moment où j'ai ça en tête, c'est-à-dire que tout le reste est induit par ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord ça. C'est-à-dire c'est la précondition. Ça. Alors que la compétence, souvent, c'est on fait des choses, et puis c'est génial, on réussit ça. Mais d'accord, mais on réussit quoi ? C'est-à-dire comment on mesure sa réussite ? On mesure justement en mesurant la distance qui est entre ce que je voulais atteindre et ce que j'ai atteint. Voilà. Si ce que je veux atteindre, c'est le projet humain, donc le plus important, c'est de savoir à quel projet humain je contribue. Donc, première des choses, c'est une vision que moi je dis politique, au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire que c'est quoi notre dessein collectif ? Voilà. Ça, c'est la première des choses. Et donc, ça veut dire, quelles sont les compétences pour ça ? Les compétences, c'est les compétences dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, ok, donc, j'ai suffisamment de culture et de conscience pour pouvoir voir ce projet en parler, y contribuer en tant que tel, voilà, et pas simplement me dire... Le présenter. Je suis pas à la tâche, quoi. Je suis en train d'envoyer des gens sur la Lune. Voilà. Donc ça, c'est important. Et ensuite, effectivement, il faut avoir des capacités relationnelles très très fortes. Voilà. Il faut avoir beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'il faut accepter que nous ne sommes pas la condition de la réussite. Alors, nous sommes la condition de la réussite, mais comme mon voisin. On est des égaux, on est des pairs. De l'humilité, de la culture. Il faut être cultivé, il faut avoir plein de grilles de lecture, d'accord ? Sans culture, il ne se passe rien. C'est pour ça que les compétences m'intéressent moins que la culture. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de culture. C'est-à-dire, plus on est cultivé, plus on a de grilles de lecture du monde, plus ça va être simple de travailler avec les autres, parce que d'abord, ils sont porteurs de ces cultures, et donc on va pouvoir avoir un dialogue interculturel, interdisciplinaire. Et donc, on va pouvoir mettre en œuvre une intelligence collective. Cette intelligence collective, elle résulte du fait qu'on est à la fois... les témoins de nos ignorances, je ne sais pas tout et donc j'ai besoin de toi, mais aussi les témoins de nos savoirs sur les autres. Voilà, je peux articuler mon savoir à ton savoir, je vois où d'ailleurs, parce que nous avons des commonalités. Et donc finalement, c'est plutôt ça qui est important, parce que tout le reste, ça s'apprend. Dessiner, ça s'apprend, faire de la mécanique, ça s'apprend, de l'électronique, ça s'apprend, etc. Donc c'est pas très très important, ça. L'important, en fait, c'est plutôt ce qui touche au lien. C'est ça, et c'était mon point, c'est-à-dire, c'est quand même difficile articuler les deux, ce côté, j'ai une vision, et les visions sont aussi beaucoup liées à une forme à un moment donné de leadership, c'est-à-dire il y a un peu l'ego qui s'exprime quand même, et qui est important, la singularité aussi de l'individu qui vient à un moment donné poser quelque chose, quitte à ce que ce soit retravaillé, rechallenger, repartagé, et donc en opposition quelque part avec aussi cette forme d'intelligence collective dont on parle beaucoup aujourd'hui, dont on a l'impression que on la laisse travailler et puis tout seul va émerger une vision, ce qui est un peu faux aussi. Donc c'est assez difficile quand même de trouver l'équilibre. D'une certaine manière, tu as donné les réponses à ta question. Dans ta question, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont très très importants. Le mot de leadership. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun projet qui ne se réalise sans leader. Voilà. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par leader. Parce que si le leader, c'est le type qui est au sommet de la pyramide et qui par injonction dit on va faire ça, de toute manière, je ne vous demande pas votre avis, moyen, d'accord ? Mais si c'est le leader qui amène l'énergie, qui rassure, qui apporte des solutions, qui permet au talent de chacun de s'exprimer, et donc de se sentir propriétaire du projet parce qu'il donne le maximum de ce qu'il peut donner, mais en sachant pourquoi, d'accord ? Eh bien, c'est possible. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on dit on est tous des égaux en droit. On n'a pas les mêmes talents, on n'a pas les mêmes appétences. Il y a des gens qui aiment bien emmener les gens, il y a des gens qui aiment bien plutôt réaliser, etc. Mais que ce soit pour l'idée ou que ce soit pour réaliser, à partir du moment où on sait à quoi on contribue, tout le monde est à sa place, d'accord ? Et tout le monde n'a pas l'impression d'être dévalorisé. Sauf à être pris dans des enjeux de pouvoir, mais ça c'est les passions humaines, voilà, nous ne sommes pas des machines, il y aura toujours des enjeux de pouvoir, il y aura toujours des passions, ça ne changera rien. Donc moi je pense qu'il est possible justement
d'associer ce qui ressemble incompatible, c'est-à-dire du leadership. Donc il y a besoin de drivers, il y a des gens qui sont inspirants et qui sont aussi rassurants, qui peuvent tracer la voie, et puis à partir de là, qui peuvent accueillir, aider, stimuler tous ceux qui vont participer au projet et le changer en participant. Donc finalement, c'est poser les conditions de l'animation, du Complètement. dialogue, de la Tu faisais référence à l'APCI. Si je prends l'APCI, l'APCI était une institution. C'est-à-dire qu'elle fonctionnait vraiment comme une institution républicaine, cinquième République, hein, c'est-à-dire très descendant, voilà, une figure emblématique, exceptionnelle, Anne-Marie Bottin, figure de pouvoir, voilà. Et avec c'est un peu comme l'idée d'un territoire dont on est le propriétaire et qu'il ne faut pas que les autres s'en approchent trop, parce que sinon ça ne va pas aller. Donc on est plutôt sur des logiques de territoire, donc de suspicion, donc pas tellement de confiance. Et puis voilà, ça change, c'est-à-dire que Anne-Marie malheureusement nous quitte, et puis le monde évolue. Ouais. Moi je prends la présidence de l'APCI en disant l'APCI ne sera plus ce qu'elle était. C'est-à-dire que l'APCI va être un animateur de réseau. Voilà. C'est-à-dire que l'APCI n'a pas vocation à faire. Il y a un projet. C'est les acteurs qui sont sur le territoire qui ont vocation à faire ça. Donc c'est une sorte d'illustration. Qu'est-ce que je fais, moi, mon rôle en tant que président, c'est de dire, voilà, on pourrait faire ça, après ce projet-là, France Design Week. En plus, c'est pas mon idée, c'est celle de Lucille Galindo, toute nouvelle secrétaire générale de la PCI. Enfin, toute nouvelle, c'est son nouveau titre. Et qui dit, finalement, la meilleure manière de faire la promotion du design, c'est de laisser les autres le faire. C'est de laisser les gens du terrain le faire, pour revenir au terrain, d'accord ? Parce qu'ils ont l'intelligence de ce qui se passe. Et puis, ils sont forcément en phase avec les enjeux du territoire. Et nous, notre rôle, c'est juste d'animer ça. C'est juste d'animer ça. Alors, on peut amener des idées sur la table, dire, tiens, ça serait bien si on faisait... French Global Design Award. On ne va pas le faire tout seul, on va peut-être le faire à 15. Et puis, donc, il faut des moteurs. Impulser. Et puis derrière, il faut que ça vibre, ça résonne, et puis que tout le monde se dise, ouais, ce projet-là, c'est mon projet, et je vais y contribuer. Tu as notamment, je reviens en arrière, à passer de mathématicien. Moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, d'un mathématicien français connu, Henri Poincaré, et qui a dit il y a bien plus de 100 ans maintenant, une phrase que j'aime beaucoup, qui est « inventer, c'est discerner, inventer, c'est choisir ». Et donc ce lien fort, assez étrange aussi, entre une forme de capacité créative et en même temps quelque chose d'assez rationnel, faire des choix, cette capacité à décider, c'est assez inattendu. Il dit ça il y a plus de 100 ans, associé à une compétence créative, une compétence rationnelle. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? J'en pense que du bien. Et moi, je rajouterais, inventer, c'est construire. Parce que, sans rentrer dans une discussion philosophique autour des mathématiques, les mathématiques, on peut dire qu'elles révèlent, ou on peut dire qu'elles construisent. Moi, je pense que les mathématiques, elles construisent, plus qu'elles révèlent. Et donc, cette idée de construction, elle est très importante, parce qu'en fait, c'est l'idée de la modélisation. Tu révèles l'ordre ou tu le modélises, voilà. Tu le produis, quoi. Et puis derrière, ce modèle te permet de décider, justement. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas discerner si tu ne structures pas. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir discerner, pour pouvoir décider, il te faut un modèle. Et le modèle, il faut le construire. Voilà. Et bien, plus le modèle est précis, plus il décrit, alors, je ne vais pas dire mécaniquement, mais en termes de vie, ce qui te donnait à voir, eh bien, là, tu peux prendre des décisions parce que le modèle est assez proche de... Voilà. Et puis, si tu dialogues avec le modèle, tout va bien se passer. Cette phrase d'Henri Poincaré, elle est toujours d'actualité, à mon avis, même si elle est largement impactée par ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle. Ouais. Parce qu'il y a une nouvelle entité qui s'invite et qui, tout d'un coup, peut faire des choses que l'humain faisait jusqu'à présent. Et toi, t'en penses quoi de ça ? C'est-à-dire, comment l'humain va continuer de collaborer, en fait, avec des IA ? Est-ce que c'est un risque que la créativité, entre guillemets, disparaisse ? Je crois pas un seul instant. Je pense que l'IA et les algorithmes montent sont capables de produire des peintures à la manière d'eux, des musiques à la manière d'eux, etc. C'est amusant. Ouais. C'est amusant. C'est probablement même, ça peut même être utile, mais ça ne change pas grand-chose au bout du compte
à ce qui nous anime nous, d'accord ? Parce qu'il y aura toujours des peintres, il y aura toujours des sculpteurs, il y aura toujours des poètes, il y aura toujours des artistes, d'accord ? Il se trouve que les machines vont être capables de produire ce qu'eux-mêmes produisent. Mais ça, c'est pas tellement le résultat de la production qui est important pour un artiste, c'est ce qu'il a à nous dire. Ouais, c'est la question. C'est la question. C'est le dialogue qu'il entretient avec ceux qui le regardent ou ceux qui le détestent d'ailleurs, les deux. Et donc, comment il fait avancer l'humanité par les questions qu'il pose, parce que je pense que les artistes sont là pour poser des questions et pas pour y répondre. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'inquiétant. Là où ça devient éventuellement inquiétant, c'est comment ces machines, surtout dans le système, je dirais, industriel de la prise de décision qui est le nôtre aujourd'hui, et qui est à l'image de notre vision industrielle du monde, héritée de la révolution industrielle, comment tout d'un coup ces machines, alors en s'insérant dans des processus qui sont des processus déshumanisants avant même que les IA arrivent, c'est-à-dire que c'était déjà déshumanisé à bien des égards. Nous qui les avons programmés voilà, à comme ça. partir du moment où tu crées des règles administratives et tu poses des dogmes, etc., c'est-à-dire que la raison ne s'invite plus, c'est juste applique mécaniquement des règles, on est déjà en train de faire ce que les IA font, d'accord ? Nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes les robots de nos propres règles. Ouais. Bon. Nous sommes les petits ordinateurs qui appliquent des algorithmes, nous sommes des robots. Souvent, nous sommes des robots. Et donc, la question, c'est de se dire, est-ce que ces IA, si elles s'insèrent dans un modèle de prise de décision qui est sur le modèle industriel, là, c'est vraiment très, très dangereux. Mais à partir du moment où ces IA deviennent des aides, justement, plutôt à un travail d'intelligence collective où ce sont des assistants, non pas on ne délègue pas à des machines le soin de prendre des décisions, mais éventuellement de les éclairer, de les préparer. So be it. C'est juste un outil de plus qui est à notre portée. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de la créativité dans la décision ? Comment on ramène justement peut-être si l'IA s'est décidée sur un certain nombre de choses, finalement, qu'est-ce que l'humain apporte ? C'est que l'humain, il est capable de prendre en compte l'inattendu. On va revenir sur le territoire. C'est-à-dire qu'en fait, les IA ne font que ce qu'on leur a appris à faire. Voilà. En fait, elles apprennent, il n'y a pas de problème, elles apprennent. Mais l'inattendu, qu'est-ce que c'est ? La passion, qu'est-ce que c'est ? La souffrance, qu'est-ce que c'est ? La tristesse, qu'est-ce que c'est ? La joie, qu'est-ce que c'est ? C'est inconnu, d'accord ? Alors on voit bien comment les passions humaines sont à la fois des freins et des moteurs dans notre manière de décider. Dans la manière de décider, et donc de vivre aussi ensemble. Les intuitions, évidemment, mais aussi parfois, tu peux prendre sur des bases, par exemple, de morale, des décisions que tu ne prendrais pas sur des bases purement d'efficacité, par exemple. On va faire ça parce qu'on ne peut pas faire autrement, sauf à faire du mal à telle ou telle personne. Donc, alors, le jour où les IA seront du niveau des robots d'Isaac Asimov dans le cycle de fondation, le cycle des robots, alors peut-être ça se passera bien, probablement ça se passera beaucoup mieux d'ailleurs qu'avec nous, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. Est-ce qu'il faut revoir le processus de décision ? Je pense qu'il faut revoir absolument le processus de décision parce que le processus de décision, il est à l'image de l'idée qu'on se fait du pouvoir. Et donc des institutions qui portent ce pouvoir. Et donc c'est très très lié aux organisations. C'est-à-dire que les décisions, elles sont prises dans un contexte d'organisation des pouvoirs. Donc c'est les institutions publiques, mais c'est aussi des organisations des entreprises. D'accord ? Parce qu'à la fin, les entreprises, elles produisent à la fois des décisions et des services, des produits, etc. D'accord ? Mais en fait, ces produits et ces services sont le résultat de décisions, tout le temps. Donc en fait, la décision c'est l'élément premier. La décision est première. Donc, comment on les aide à... Qu'est-ce que ça veut dire prendre une décision dans un groupe ? Est-ce qu'on est une vision communautariste, communautaire à la hippie, à la flower power, tout le monde peut décider. Tout le monde peut décider, etc. Il n'y a pas de mandat, voilà. Probablement pas, d'accord ? Donc ça veut dire qu'en fait, comment on met en place une intelligence collective, effectivement, et là pour le coup, l'informatique, les mathématiques peuvent nous aider à ça, il y a des outils qui nous aident à ça, mais surtout comment, en revenant à la conscientisation politique, parce que c'est ça qui est important, c'est-à-dire que les prises de décision collectives sont possibles dans la mesure où, en fait, on sait toujours à quoi on contribue. C'est-à-dire, en fait, nous sommes en train, toujours, collectivement, de décider de la manière dont on va vivre ensemble. Et ça résout beaucoup de problèmes dans la prise de décision. Parce que on peut soit expliquer des décisions, soit on peut éclairer des décisions, soit on peut effectivement se nourrir de la vie, du ressenti. Du ressenti, pour produire des décisions. Et on peut mettre en place des systèmes,
je dirais, qui s'empilent et qui, à la fin, aboutissent à une décision qui sera peut-être prise par peu de personnes, d'accord, mais parce que d'une certaine manière, ils ont été mandatés et qu'ils sont légitimes à le prendre et légitimes aux yeux de ceux au bénéfice de qui ils la prennent. Ok, donc il y a un vrai enjeu là, quelque part, redesigner le processus de décision et donc de ce que tu dis, pas mal d'éléments, de dispositifs qui existent qu'il faut réorchestrer, Oui, réorganiser. mais en même temps, quand tu dis redesigner, bon, moi ça m'inquiète toujours de dire redesigner le processus de décision, c'est plutôt de dire le design de la décision au sens, c'est-à-dire comment on réfléchit, on crée, on prototype, on partage la production d'une décision, voilà, en se donnant comme principe que, et on sait, ça peut changer. Il n'y a pas de méthode, c'est un processus, et c'est même une méthode, c'est une posture aussi. Ou le résultat et le processus, du coup. Oui, le résultat et le processus, bien sûr. Mais se dire aussi, on a de la latitude, d'accord. On laisse de la place à des choses qui sont impondérables, qu'on ne maîtrise pas, mais qui viennent, comme la chair prend sa place autour des os, quoi. Les os, on voit bien, c'est très, très structuré, puis la chair, bon, on ne comprend pas tout, voilà. Ça évolue. Voilà, et puis ici ça marche pas, ou ça marche quand même. Bon. Donc il y a quelque chose de flou et puis voilà, du vivant, tu l'as dit, et de ne pas maîtriser, parce qu'autant on peut aller bien comprendre la mécanique de l'os, d'accord, c'est quand même plus simple que de comprendre la mécanique du pancréas, quoi. Ça c'est sûr. Hein. Et donc le design de la décision est intéressant dans la mesure où ça met en œuvre une démarche de design. Et cette démarche de design, elle est ouverte, elle est humble, elle est audacieuse, elle est collaborative, elle est créative, etc. Voilà. C'est relier, orchestrer le projet, le donner à voir. Tout à fait. Ça me permet du coup, si on creuse ce sujet-là pour rentrer un petit peu dans le détail, il se trouve qu'il y a très longtemps, je t'ai eu en cours. Moi aussi, je m'en souviens. Un de mes premiers profs. Et je me souviens donc d'une phrase que tu donnais dans ton premier cours. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Bien sûr. Le monde n'est qu'abstraction, le monde n'est que projection. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur la carte et le territoire. Tout à fait. Moi, c'est une phrase donc, que j'ai gardée en tête très longtemps. Quand j'étais en thèse sur la créativité, j'ai on va dire réutilisé, ou en tout cas cette phrase m'est revenue sur effectivement comment est-ce qu'on peut faire l'aller-retour permanent entre capacité d'abstraction, donc on se tire du terrain et puis après on y revient, on reprojette des propositions, et ce que j'avais identifié à l'époque, c'était, tu as commencé à en parler, la capacité justement à produire des représentations qui vient servir en fait qui va justement faire le lien, aider à comprendre le monde, puis après à agir dedans, pour passer de l'un à l'autre. Toi, qu'est-ce que tu en penses donc sur ce fameux pouvoir de représentation, et d'autant que ce qui m'amuse un peu aussi, c'est qu'on parle des designers souvent de manière un peu réductrice en disant c'est les gens qui vont faire les petits dessins, puis les designers n'aiment pas trop qu'on dise ça d'eux. Et finalement, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est au contraire pas un des points différenciants et la proposition de valeur cœur du design? C'est le point différenciant, c'est le point central, c'est ce qui différencie tous les autres, d'accord. C'est-à-dire que sur plein de points, dire l'ingénieur aussi, le centré sur l'humain, donc les sciences humaines, et cultiver, c'est pas l'apanage des designers. Hein, donc, qu'est-ce qui le différencie? Tout le reste, c'est sa capacité à représenter, voilà, clairement. D'accord. C'est-à-dire cette capacité à représenter de manière, je dirais, de plein de manières différentes, et surtout de manière, je dirais, analogique. C'est-à-dire qu'on va être dans le sensible, on va être dans le continu, on ne va pas être dans le discret, on ne va pas être dans le mathématique, on ne va pas être dans l'informatique, on ne va pas être dans les chiffres, on est dans le sensible. Voilà. Et donc dans l'immaîtrisé. C'est-à-dire que, mais en même temps, il y a une forme de maîtrise, d'accord. Mais ça laisse de la place à tellement de choses. Une représentation d'un dessin, ça laisse la place à l'imagination, ça laisse la place à l'interprétation, ça laisse la place à l'émotion, ça laisse la place à plein de trucs. C'est une mémoire collective. Tableur Excel, ça laisse assez peu de place à l'émotion. On s'en fout peut-être pour certains comptables psychopathes, mais je veux dire, sinon, assez peu de gens vont... de la créativité. Il y a des trucs à faire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, certainement, là. D'accord. Donc, c'est évident que les techniques de représentation, c'est ce qui différencie, d'accord. Et c'est pour ça que le design est si puissant. Et c'est pour ça que dire, mais qu'est-ce que vous attendez pour avoir des designers dans votre équipe? Parce qu'ils vont vous permettre, grâce à la magie de la représentation, de gagner du temps, de rentrer en profondeur, d'associer les gens, parce qu'on peut associer les gens autour d'un dessin. On ne peut pas associer les gens autour d'un tableur Excel. Certaines personnes, mais c'est très compliqué d'associer les gens autour d'un tableur Excel. Autour d'un dessin, c'est magique. Même d'une situation complexe. Hein.
Un designer, il peut On traduit schématiser la quelque complexité, chose, ouais. et tout d'un coup, tout le monde se retrouve là, l'anthropologue, le sociologue, le manager, le mathématicien, l'informaticien, ils ont devant les yeux quelque chose qu'ils comprennent. Et qui tout d'un coup fait lien, justement, pour revenir au lien. Donc c'est essentiel. C'est le truc le plus important chez le designer, c'est ça. Faut C'est pour ça que... introduire un cours de dessin dans toutes les écoles primaires. c'est ce qui se passe, parce que tu vois, Ouais. c'est ça qui est amusant quand tu regardes La compétence clé du 21e siècle. voilà, la compétence clé du 21e siècle, tu as la maternelle, tu te dis, mais c'est le paradis. Tu te dis, mais c'est Faut rester à la génial. maternelle, en fait. Ouais, mais, non, mais maternelle, t'imagines un extraterrestre qui vient faire une étude sur les techniques d'éducation de l'humanité et qui commence par la maternelle, tu vois, et qui se contenterait de la maternelle et dire, attends, on n'a rien à leur apprendre, ils font tout très 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 bien, voilà, ils dessinent, oui, ils font de la pâte à modeler, ils jouent, ils se font plaisir, ils font bouger leur corps. Franchement, c'est bien. Bon, puis il a oublié de regarder ce qui se passe en primaire. Et là, c'est quand même beaucoup moins drôle. C'est d'un coup, là, non, mais maintenant, tu restes à ta place, tu ne bouges plus, n'est-ce pas? Puis là, on va faire des mathématiques maintenant, d'accord? Non, tu ne dessines pas, s'il te plaît, dans la marge, d'accord? De ton cahier. Voilà, et puis plus ça va, plus on te prépare à rentrer dans l'usine. Ouais. D'accord? Métaphore de l'usine. Et donc, c'est pas si compliqué hein, de rester sur la dynamique de l'école primaire. Hein. Montessori a fait ça, a théorisé là-dessus. D'accord. Ouais. Il y a plein d'autres modèles. Oui, on peut faire. Il y en a d'autres. C'est-à-dire comment ton corps est là, comment ta sensibilité est là, comment la culture des autres est là, comment la culture est là, comment on te laisse de la place à ton initiative, comment tu n'es pas obligé d'être dans des cases, etc. Bah, bien sûr, c'est ça. Donc il faut dessiner partout, tout le temps. Dans toutes les formes, dans tous les... Puis il faut dessiner dans les écoles de design. Hein, c'est-à-dire que certaines écoles de design, on oublie de dessiner quand même. Hein, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Hein. Ouais. Et donc, il faut dessiner, évidemment. C'est central. Très clair. Le lien, du coup, entre la représentation et la décision, on parle à des grands groupes, à des entreprises... pour moi, c'est parce qu'aujourd'hui, on décide avec des tableaux Excel. Exactement. Et donc, on décide avec des représentations qui ne sont pas les bonnes. Voilà. C'est-à-dire que les représentations ne valent que dans la mesure où elles se sont frottées au terrain. Et où elles prennent en compte tout, y compris la dimension sensible, la dimension éthique, la dimension écologique, la dimension politique. Mais d'une certaine manière, c'est le mouvement qui est en train de se faire. Le lien entre tout ça et la complexité que ça génère, exactement. Il faut la traduire sans la découper, comme on disait. Sans la découper. Mais quand la loi Pacte sort, ouais. Qu'est-ce qu'elle affirme? De fait, elle affirme ça. C'est-à-dire qu'elle dit... Entreprise, vous avez la possibilité de vous définir comme entreprise à mission. C'est-à-dire de définir ce qui est le driver ultime de votre action. Voilà. Et ce driver, c'est une mission, donc c'est pas la rentabilité des actionnaires, c'est pas la gestion des ressources humaines, etc. Voilà, on n'est pas dans la mécanique de la gestion et du management, on est dans l'affirmation d'une mission qui sert l'intérêt général, retour de l'intérêt général, et donc qui est une mission politique. Hein. Qui s'adresse à beaucoup plus de monde aussi, le parti prenant. Bien plus de monde, que pas simplement mes clients, pas simplement mes partenaires, mais la planète entière. Voilà. Donc ma responsabilité est engagée vis-à-vis de tout le système, parce qu'évidemment, c'est pas à toi que je vais le dire, un système, par définition, il n'est pas partitionné. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes bien, le système, c'est la planète entière. Voilà. Et donc, l'effet papillon, tu agis ici, ça réagit là-bas. Donc c'est bien la preuve que c'est un système en entier. D'accord ? Et il est rond. Ça s'appelle une planète, quoi. Et donc, oui, je pense que c'est... changer la manière de prendre des décisions via les... Oui. Exactement. Donc les systèmes de représentation sont déterminants. C'est-à-dire que, ok, qu'est-ce que je représente? Parce que si je représente mon écosystème, mes clients, mes partenaires, mes fournisseurs, etc., bon, oui, ça marchait comme ça. Ouais. Mais tout d'un coup, si je regarde, ah oui, bah, la ville dans laquelle je m'insère, le pays dans lequel je m'insère, les problématiques de chômage, d'emploi, de formation, dans lequel je m'insère, évidemment la relation avec mes compétiteurs, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité commune? Aujourd'hui, mais demain aussi. Voilà. Et puis on a des responsabilités communes, donc qu'est-ce qui nous oppose, qu'est-ce qui nous unit, quels sont les combats communs que nous pouvons avoir? Oui, il y a de la coopération aussi. Exactement. Et donc forcément, tout d'un coup, le système de représentation grandit. Alors, évidemment, suivant la nature de décision qu'on prend, on a des représentations qui sont différentes. S'il s'agit de dire, qu'est-ce qu'on change? Il faut qu'on change absolument toutes les poignées de porte des toilettes. Le modèle de représentation qu'on va prendre, il va être assez local, d'accord. Ouais. Mais si on se dit comment, en tant qu'acteur de la filière textile, on se met en mouvement pour que d'ici à 30 ans, on puisse dire on est une entreprise vertueuse, on ne va pas le faire tout seul. Hein. C'est impossible. Donc on va être obligé d'aller à un niveau de représentation qui est celui de la filière. Voilà. Donc c'est quoi le modèle? Bon.
Le modèle, c'est pas un tableur Excel, c'est un modèle qui a des dimensions sociologiques, qui a des dimensions psychologiques, des dimensions économiques, des dimensions anthropologiques, des dimensions imaginaires sur les narratifs, les imaginaires de cette filière. Scénarisation aussi, exactement. Donc, de la transformation. Comment on crée ces représentations-là? Déjà pas tout seul, et puis on invoque plein de... clair. Et puis à un moment donné, il faut représenter. Ok, qui a cette technique? Il faut avoir ce talent-là. Voilà, il faut avoir ce talent-là, sachant que c'est pas le mec qu'on invite pour présenter. Tiens, Denis, viens, on a fait tout le boulot, maintenant il faut que tu fasses le dessin. Quoi, d'accord? Non. Oui, non, c'est dans le processus. Forcément, c'est partie prenante. Donc tout le monde pense tout le monde pense le design, pas forcément comme un designer, mais tout le monde participe au design. Voilà, parce que le design est plus grand que les designers. Le design, c'est le projet. Et puis évidemment, on est certain d'avoir les compétences de sciences humaines, les compétences de représentation, les compétences, voilà. Mais tout le monde fait du design. Parce que moi, je pense que c'est ça à la fin. C'est-à-dire que faire du design, c'est toujours un projet collaboratif dans lequel il n'y a pas que des designers. Très clair. Alors, je vais te citer une phrase. Nous n'avons pas attendu le 21e siècle pour découvrir la sérendipité, ni la créativité, ni le soin, ni le lien. Il n'y a rien de neuf, la sérendipité n'est pas plus importante aujourd'hui qu'hier. Les concepts qui émergent sont le signe que nous sommes confrontés à des problèmes que nous devons résoudre. Il ne faut pas changer d'outil, il faut changer de modèle. Est-ce que c'est une phrase que tu reconnais? Oui, parce que c'est moi qui l'ai dite. Donc, ça, c'est les compétences dont on vient de parler, du coup, est-ce qu'elles permettent de changer d'outil ou de modèle? Alors les compétences, elles nous permettent de changer de modèle. Elles permettent de changer de modèle. Clairement. Parce que les outils, il n'y a rien qui change plus vite que les outils. C'est-à-dire que les outils sont au service du projet. Bon. Donc les outils, tu les bricoles ou au contraire tu les structures, donc ils peuvent être très très pérennes, comme ils peuvent être tout à fait éphémères ou contingents, d'accord. Les outils, ils sont utiles, voilà. Les modèles, eux, ils sont déterminants parce que c'est eux qui définissent tout en fait. Souvent quand on a le bon modèle ou le mauvais modèle, tu peux avoir le meilleur des outils, ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Parce que c'est comme... c'est le modèle de compréhension du monde, exactement. De faire et du projet. Évidemment. Exactement. Donc le modèle est déterminant. Donc d'où la nécessité de bien construire le modèle, d'où la nécessité d'avoir des bonnes techniques de représentation. Et puis de capacité aussi de les changer. Parce qu'une représentation, tu faisais référence à la phrase « le monde est une abstraction, le monde est une projection », c'est à la fois une promesse de maîtrise, mais c'est aussi une promesse de perdition. Et puis de responsabilité. Puis de perdition, c'est-à-dire que tu peux te perdre dans tes modèles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais la confusion entre la carte et le territoire, justement, t'es mort. Ouais. Voilà. Donc il ne faut jamais faire la confusion entre la carte et le territoire. Donc le territoire, la carte ne vaut que ce qu'elle vaut, mais c'est tout. Et tu peux en changer. Je vais derrière instancier des choses. Exactement. Tester, tu changes la carte tout le temps. Des fois tu lui fais confiance, des fois tu lui fais pas confiance. Voilà. Jamais faire confiance à la carte. Alors là, pour le coup, c'est aussi un outil, c'est-à-dire que tout d'un coup, un méta-outil, c'est-à-dire que la carte est aussi un outil de ce point de vue-là. Et du coup, ce qui, moi, me questionne, c'est que, si on est sur le sujet donc aussi des compétences, c'est que c'est quand même le temps long, changer de modèle, ça prend énormément de temps. Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui, avec tous nos enjeux et économiques et environnementaux et sociaux, est-ce qu'on a le temps, du coup, d'apprendre à changer le modèle, sachant que c'est quelque chose qui prend du temps? Comment on fait? Alors, on a le temps, on n'a pas le temps. D'accord? C'est-à-dire qu'on a le temps au sens que on n'a pas d'autre choix que d'avoir le temps. C'est-à-dire que... de le prendre. Tu as cité Poincaré tout à l'heure, je citais quelqu'un qui vivait à peu près à la même époque, qui est Jaurès, et qui disait il faut aller du réel à l'idéal. Voilà, il faut partir du réel pour aller à l'idéal. Et donc, partir du réel pour aller à l'idéal, c'est accepter que ça va mettre du temps. Donc accepter les souffrances qui vont avec, les échecs qui vont avec. Oui. Parce que la révolution instantanée, ça n'existe pas. Ouais, le changement instantané, ça n'existe pas. D'accord ? C'est-à-dire que l'histoire a montré que chaque fois qu'on essaie de le faire, ça se finit dans le sang, globalement, dans le meurtre. Donc ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire que la situation est à la fois très dramatique, elle est dramatique, vraiment, ce qui se passe en ce moment le montre encore, mais nous n'avons pas le choix que d'avancer à pas compter au sens, c'est-à-dire aussi vite qu'on peut. Voilà. Et c'est pas si rapide que ça. Et donc, là où on peut aller vite, c'est dire, on peut tout de suite décider de travailler différemment. Ouais. De s'appuyer sur des gens différents, de s'organiser différemment. Pourquoi ? Parce qu'on a intégré à la fois cette nécessité du temps long, mais aussi on a intégré là où on va. C'est-à-dire qu'on va aller là.
d'accord ? Parce que le temps long ne sert à rien si on ne se connaît pas la destination. Si la destination, c'est juste, on va continuer de faire ce qu'on fait, mais en essayant d'avoir le moins d'impact possible, et puis c'est tout, d'accord ? Puis on verra bien ce qui va se passer. Non, c'est pas possible. C'est quand il vaut mieux se dire, en 2035, voilà, il n'y a plus de voiture à moteur explosion dans Paris. Ok, voilà, moi, on sait où on va maintenant, et puis on se donne les moyens de faire en sorte que ça soit ça, d'accord ? Plutôt que de se dire, on va essayer de travailler sur des moteurs plus économes, etc. Non, c'est l'inverse, d'accord ? Donc c'est à la fois très lent et très rapide, c'est-à-dire qu'on peut se donner des objectifs très, très ambitieux tout de suite. Le Next Generation Europe, le New Green Deal, c'est ça. C'est hyper ambitieux. J'ai un horizon. Voilà, j'ai un horizon. 2035, voilà, on a 50% de moins d'émissions de CO2 que par rapport aux années 2000. Bon, voilà, c'est clair. C'est ça. Et on travaille en conséquence. Je dois changer de modèle pour y arriver. Exactement. Je dois changer de modèle pour y arriver, donc qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, on fait du design. C'est-à-dire que moi, c'est la bonne réponse, hein. On fait du design. On fait de la politique et du design. C'est-à-dire qu'il faut réaffirmer le projet humain, c'est-à-dire qu'on arrête d'être des robots postés sur nos lignes d'assemblage, dire je continue de faire ce qu'on m'a appris à faire. D'accord ? Et puis j'espère que, parce que je suis un bon ouvrier, que ça va bien se passer. D'accord ? Puis parce que je fais quelques gestes éco-friendly. Voilà. Bon, non, il faut tout d'un coup moi je dis il faut redevenir des animaux politiques. C'est-à-dire qu'il faut réaffirmer le projet politique. C'est-à-dire, notre destin est entre nos mains, mais chacun d'entre nous. Hein. Chacun d'entre nous, il est entre nos mains. Et donc, comment je m'insère dans le projet collectif pour mettre à disposition mon talent, mon énergie, mon savoir, en tant qu'individu, en tant que professionnel. Et puis, donc réaffirmer ça, et puis réaffirmer, dire, et il faut qu'on travaille différemment ensemble. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne le temps de se poser les bonnes questions, de confronter la question au terrain, de transformer la question en problématique. Une fois que j'ai ma problématique, d'être très très créatif collectivement. Puis une fois que j'ai des idées, peut-être que je vais en tester un bout ou deux, puis je vais retirer les leçons de ce test. Et puis là, je vais peut-être commencer à développer un truc qui va ressembler au truc final. Et puis là, encore une fois, le confronter, peut-être voir si vous êtes sûr que ça va marcher, ouais, ça va être bien. Puis là, je vais produire absolument tout ce qu'il faut pour le partager, collaborer, communiquer, vendre, séduire. Tu reconnais le process, hein ? C'est le process du design. Et tu peux l'appliquer à tout. C'est-à-dire le projet, le produit, la décision. La décision, le même process, tu l'appliques. Donc, partageons ça. Parce qu'il n'y a rien qui est moins bien partagé que ça. Hein. C'est-à-dire que rien en France, pratiquement, que ce soit dans la sphère publique ou que ce soit dans les entreprises, n'est fait comme ça. Absolument rien. Voilà, il n'y a absolument rien. Majoritairement, rien. D'accord ? Donc, tout l'enjeu, c'est de dire, on va faire comme ça. Il faut qu'on fasse comme ça. Et donc, évidemment, c'est un changement gigantesque, hein, parce que ça veut dire que c'est des changements organisationnels, parce qu'il faut s'organiser pour ça. C'est des changements de gouvernance, parce que ça veut dire qu'on ne prend plus les décisions de la même manière, et pas avec le même timing. C'est des changements sociaux, parce que nos relations changent à partir de ce moment-là. Elles changent complètement. Elles changent complètement, parce qu'elles sont souvent liées à des enjeux de pouvoir hiérarchiques, donc qui sont vraiment construits dans la structure organisationnelle, et tout d'un coup ça disparaît, c'est une dynamique du projet, qui fait que tout d'un coup, c'est plutôt toi qui as la main là, mais un autre projet sera plutôt moi qui aura la main, parce que c'est plutôt mes compétences qui sont plutôt nécessaires. Voilà. Et donc, l'impact est extraordinaire, parce que se mettre à faire ça, c'est faire du design, c'est faire de la politique, et faire de la politique, c'est faire du design. Ouais, l'un induit l'autre. Voilà. C'est une révolution. C'est une vraie révolution, mais une révolution démocratique, parce qu'en fait, c'est-à-dire que ça s'appuie sur l'intelligence, ça ne s'appuie pas sur la colère, ça ne s'appuie pas sur je détruis. L'envie, puis sur le... Voilà, on n'est pas sur l'envie de faire ensemble. Exactement. Et donc, c'est la seule garantie pour qu'on se dise, ça ne peut pas être mieux que ça, parce qu'on a décidé de le faire ensemble et que personne ne s'en exclut. Parce que ça, c'est un point important, parce que faire des trucs ensemble, les minorités savent très très bien faire. Hein. On est entre nous, on fait des trucs ensemble, eux, rien à cirer en fait. Pour nous, ça va bien. Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Tout le monde est invité, personne ne peut être exclu. Parfait. Merci Dominique. Je t'en prie, Batou. Tout plaisir pour moi. Ouais, c'était super. Merci.